Je suis particulièrement fière de cette 10e édition avec 2 invités que j'admire pour leur audace, pour sortir du mainstream, ouvrir vers de nouveaux horizons, élargir nos consciences. Et si vous êtes là ce soir, c'est parce que vous avez reçu l'appel vous aussi. Alors, avant de commencer, j'aimerais que tout le monde prenne le temps de bien s'installer, hein. On a tous eu probablement une grosse journée, on est un peu à la va-vite, tout va vite de nos jours. Simplement prendre une assise confortable, prendre le temps de vous déposer. Vous déposer pour bien recevoir. Et on va remettre notre énergie. Alors, prenez le temps de bien sentir votre assise, les ischios au sol, détendre les épaules, relâcher un peu la mâchoire. Peut-être fermer les yeux quelques instants. Je vous invite à mettre une main sur le bas de votre ventre, une main sur votre cœur et on va prendre ensemble 3 simples respirations conscientes pour se connecter ensemble. Alors, à l'inspire, on gonfle le ventre. Laisse la respiration se propager jusque dans le haut de la poitrine, peut-être même jusque dans les clavicules. Et on relâche. Inspire. Et expire, on laisse aller. Dernière fois, inspire. On profite. Et expire. On peut ouvrir les yeux. Je vais vous parler un peu de mes invités ce soir, de nos invités. Alors moi, j'ai connu le docteur Brouillard à travers son premier livre qui est La santé repensée. Et pour le docteur Brouillard, qui a été médecin de 1976, je ne vous dirai pas l'année de ma naissance, mais ça fait quelques années déjà, à 2022, alors selon lui, tout est énergétique. Et tout ce qui compose, ce qui nous compose et compose l'univers dans lequel on évolue est énergétique. Et j'ai personnellement grandi dans une famille de naturopathes. Alors son discours m'a tout de suite interpellée directement. Parce qu'on cherche souvent le remède miracle à nos maux, hein? On cherche la pilule qui va permettre d'enrayer rapidement nos symptômes. Mais le docteur Brouillard nous invite à repenser notre santé et à la prendre en main en adoptant une vision globale qui réconcilie le corps, le cœur et l'esprit. J'ai rencontré Philippe l'année dernière, en janvier, et son approche a fait écho aussi avec ce que je cherche à nourrir, comme vous. J'imagine, si vous êtes là ce soir, vous avez reçu l'appel. Alors, Philippe, pour moi, c'est un scientifique né qui remet en cause les préceptes établis. Il a fait son PhD en sciences quantiques, rien de moins. Il apporte une vision entre la science moderne et la sagesse ancestrale, qui est beaucoup mon bagage en yoga, en respiration consciente et en méditation. Et il ouvre ainsi la voie sur un monde où le bonheur se matérialise. Et je trouve ça tellement rafraîchissant de nos jours d'avoir ce type de chercheurs pour nous nourrir, nous connecter, nous inspirer. Alors, pour repenser votre année, ce soir, ayez un crayon à la main, peut-être un cahier de notes aussi, n'est-ce pas? Détendez-vous et profitez. C'est vraiment un honneur et un bonheur qu'ils aient tous deux, sans hésitation, accepté notre invitation. Ce n'est qu'un prélude de ce qu'ils vont nous présenter au sommet Expo Yoga et Bien-être virtuel, parce que oui, ils en feront partie. En fait, ce que vous allez vivre ce soir, c'est vraiment un avant-goût de notre sommet qui contient 26 conférences et ateliers bien-être. Il commence le 1er février et il offre un mois avec 8 séances live comme ce soir, ainsi que 18 ateliers préenregistrés. Et sachez que tout le contenu sera accessible pendant 1 an. Donc, c'est vraiment une offre unique qui revient qu'une seule fois par année. Alors, restez à l'affût demain dans vos courriels, vous allez recevoir l'enregistrement et un code promo exclusif pour vous remercier de votre confiance et pour vous inscrire au sommet, si vous le désirez, bien sûr. La santé, c'est un art de vivre à cultiver ici et maintenant, en étant de vous nourrir, de vous connecter et de vous inspirer.
Et ce soir, nos invités ont le bonheur de nous entretenir sur trois grandes questions existentielles. Alors, la première, c'est comment une meilleure compréhension du monde qui nous entoure, pardon, peut transformer notre manière de vivre et réduire notre souffrance intérieure et extérieure. La deuxième question avec laquelle ils vont s'entretenir, sommes-nous plus qu'un corps physique? Et la troisième, non la moindre, sommes-nous programmés à vieillir et à être malades? Alors, ce sont les trois questions auxquelles ils vont nous répondre, tenter de répondre ce soir. Et sans plus tarder, je laisse la parole à Gaétan Brouillard et son fils, Philippe Brouillard. Encore une fois, merci d'être là. Merci Mélanie, merci. Donc, bonsoir à tous, à tous les 200 participants avec qui nous sommes ce soir jusqu'à présent. On peut parler de pourquoi qu'on n'a pas la vie qu'on veut, hein, qui est notre première question. C'est quelque chose qu'on parlait juste avant de tomber en onde, puis on se dit, ah, j'ai pas la vie que je veux une meilleure vie. Est-ce qu'on se concentre à comprendre c'est quoi l'objectif de la vie? Est-ce que c'est des choses que je me suis dit, ah, mais c'est quoi l'objectif de la vie si je ne le sais pas? Hein? On avait les grands philosophes anciennement qui nous disaient il faut réfléchir sur la vie. C'est qui le je? Hein? Je suis. C'est qui ce je-là? On n'a pas appris rien de ça à l'école, dans nos formations. Normalement, ce n'est pas une question qu'on se pose. Et là, on part à la recherche de quelque chose. La recherche de quoi? Une très bonne question. Souvent, on est à la recherche du bonheur qu'on va mélanger beaucoup avec le plaisir. Le plaisir, ça se vend, ça s'achète, ça s'expérimente. Hein. Le plaisir et on va dire les addictions qui sont à l'extrême des plaisirs, mais c'est tous les comportements aussi qui sont reliés à tout ça. Fait que je souffre pourquoi? Si je ne comprends pas c'est quoi la vie, est-ce que c'est souffrant? C'est ce qui est la plus grande source de souffrance selon le bouddhisme, c'est la non-compréhension du monde dans lequel on vit. Fait que si je ne le comprends pas, c'est quoi la réalité? C'est quoi la vie? Est-ce que je vais avoir tendance à souffrir? Fait qu'il faut se poser ces questions qui sont, on pourrait dire, existentielles. C'est quoi la vie? Pour comprendre la vie, est-ce que c'est tout ce qu'on va parler aujourd'hui répond un peu à cette question-là. Fait que je ne sais pas si Gaétan, tu veux renchérir là-dessus, mais avant que je commence à rentrer dans le sujet spécifiquement. Oui, tout à fait, Philippe, merci. Merci pour cette belle introduction. Puis merci aussi à Mélanie. Wow, quelle belle introduction tu as pu faire par rapport à ça. Et le travail que tu fais, tu sais, quand on parle de yoga, pour moi, le yoga, pour moi, ça veut dire le yoga, c'est l'union finalement, l'union corps-esprit. Et s'il y a bien quelque chose qu'il faut faire, puis à propos du livre La vie repensée, c'est cette union justement qu'on essaie de recontacter avec l'être humain au niveau de sa vie. Et on parle de souffrance. Bien oui, j'ai fait 46 ans de pratique médicale en commençant par l'urgentologue là, que j'étais à l'hôpital Maisonneuve. Et ça a toujours été la question que je me suis posée, pourquoi la souffrance et comment aider les gens qui souffraient aussi. Et ces 46 années de, si on veut, de pratique m'ont fait réaliser à quel point finalement la souffrance est omniprésente sur la planète. Il n'y a pas un être qui ne souffre pas d'une certaine façon sur la planète, que ce soit la souffrance physique, que ce soit la maladie ou que ce soit la souffrance psychologique. Et ultimement, quand on revient un peu à nos valeurs ancestrales, et le Bouddha avait dit, franchement, à l'époque, le plus gros péché, il avait dit, la plus grosse souffrance, parce que le péché, c'est la souffrance aussi, c'est l'ignorance finalement. Et des sessions comme on peut avoir ensemble ce soir, de apporter une connaissance, apporter une éducation par rapport à ce qu'est la vie, par rapport à qui je suis, par rapport à qu'est-ce que je fais, par rapport à où je vais aller, bien, pour moi, c'est des questions fondamentales dans la vie. Si on ne répond pas à ces questions, eh bien, on va simplement partir un peu déçu de cette vie-ci. Parce qu'on a beau faire des choses, mais si on n'est pas la personne qu'on aurait dû ou qu'on aurait pu être, jusqu'où on aurait pu être, et comprendre le sens de notre vie, bien, c'est comme un peu une vie qui était un peu perdue, à mon avis. Effectivement. Donc, c'est quoi? C'est quoi cette vie? C'est quoi
c'est quoi la réalité? Il faut sortir de cette illusion dans un sens, hein. C'est ce que l'hindouiste nous disait. On vivait dans Maya, dans une illusion. Mais on pense que cette illusion, c'est une réalité. Il y a Anil Seth, qui est un neuroscientiste, et il disait quand on hallucine toute la même chose, puis on s'accorde de dire que oui, c'est une illusion, puis tout le monde dit que c'est ça, mais on l'appelle une réalité. Mais ça reste quand même une illusion, mais on pense que c'est tout quelque chose qui est vrai, parce qu'on pense que c'est toute la même chose. Fait qu'il faut se poser ces grandes questions-là. Et par exemple, on a tous été éduqués dans le même genre de réalité où est-ce que quoi? La réalité, elle est matérielle. Si on regarde, on a pas mal toute une table ou une chaise, mais la table et la chaise est en réalité à 99,999% de vide. Mais vous êtes quand même assis sur quelque chose, puis si vous frappez sur votre table, elle va quand même faire mal, même si c'est du vide. Fait qu'en réalité, la différence entre l'air qui est ici et la table, il n'y a pas une grosse différence. C'est juste comment que les électrons, par exemple, si on va dans le monde quantique qui est en bas de l'atome, ben comment les électrons sont connectés par des forces qui les tient ensemble, qui fait que c'est dur. Mais on croit bien dur que c'est plein, c'est rempli, même si on le coupe, on dit, ah, il y a plein de brins de scie, puis il y a toutes sortes de choses. Mais on croit que la vie, elle est comme ça. Et même, on va vous dire que cette table-là, elle est telle à tel endroit, jusqu'à temps, par exemple, la loi de Newton vont nous dire, pour que la table bouge, il faut que quelqu'un la pousse. Mais la table est tout le temps en mouvement, mais elle est tellement grosse que son poids fait qu'elle bouge tellement lentement qu'on ne le voit pas. Ça prendrait des lasers pour le calculer ou attendre à peu près 6 millions d'années pour être capable de voir la table. En réalité, on nous a dit que la vie était déterminée. La vie est quoi? Bon, déterminée, on pourrait dire conditionnée aussi. La vie, elle est d'une certaine façon et c'est tout. Voici les lois de Newton, voici comment les choses changent. Et là, on arrive avec la physique quantique qui contredit majeure partie de toute cette réalité-là. Et ce qu'ils vont dire normalement en recherche, ils vont dire, ah, ben la physique quantique, ça s'explique juste dans l'infiniment petit. Puis dans notre réalité, à nous, c'est pas important parce qu'on est tous gros. On est tous de la matière. Mais nos pensées, eux autres, sont quoi? Vous avez déjà essayé d'attraper une pensée? C'est un peu difficile. Il se passe comment ces pensées-là? Il y a des études qui démontrent, par exemple, que si je prends par exemple mon père qui était embrouillard et moi, moi je suis au Mexique, lui est au Québec. On pourrait méditer ensemble pendant 20 minutes. Et après ça, de regarder, j'envoie des flashs de lumière à mon père avec des sons qui flashent aussi, différentes fréquences. Et là, on regarde comment son cerveau réagit. Mon cerveau pourrait réagir de la même façon. Et il y a des études qui ont démontré ce genre de choses-là. Et ça se passe instantanément. On contredit encore la loi de Einstein qui dit qu'il n'y a rien qui peut aller plus vite que la vitesse de la lumière. Et la réponse est, on contredit encore ces choses-là. Fait que la vie, elle est-tu vraiment ce qu'on nous a dit que tout est matériel? Où est-ce qu'on va trouver notre bonheur? C'est quoi? C'est d'en ayant plus de matériel, d'accomplir quelque chose, d'avoir un titre, se définir notre ego par rapport à cette réalité-là aussi. Quand j'ai un plus grand titre, hey, je me sens bien, je suis meilleur que les autres. On s'en vient dans quoi? D'une séparation et on disait que le yoga, c'est quoi? C'est une union. Fait qu'à chaque fois qu'on est en séparation de quelque chose, on est en souffrance. On se sépare de la nature, on est en souffrance. Et l'étude démontre bien que quand on se reconnecte avec la nature, ou juste même d'apprendre sur la nature, augmente ta qualité de vie, augmente ton bonheur. La plus grande étude qui a été faite à Harvard sur à peu près 80 ans démontre que le plus grand facteur de longévité et de bonheur, c'est tes relations que tu avais à 50 ans. Peu importe ce que tu as fait dans ta vie, ce que tu as mangé, ça n'a pas vraiment d'importance versus les relations. Les relations, c'est quoi? On redevient en union. Et c'est ce que l'hindouisme nous a principalement dit. On est toutes la même chose. Et donc, quand on se sépare, il y a une souffrance. C'est quand on se reconnecte à cette union, on pourrait l'appeler Dieu, on pourrait l'appeler la source, on pourrait l'appeler comme vous voulez, la conscience, que moi, normalement, le mot que je vais utiliser. Quand on se reconnecte à cette chose-là, on fait l'expérience d'un bonheur qui est intérieur. Fait que plus qu'on commence à comprendre c'est quoi la vie, la plupart de toutes les traditions spirituelles, incluant le chamanisme, qui est un peu spécial, en dehors des roulements qu'on connaît, ils disent toutes qu'à peu près la même chose, que l'objectif de la vie, c'est le bonheur, ou ils parlent même que l'objectif, c'est l'illumination. Fait que si on fait juste travailler pour avoir quelque chose, est-ce qu'on manque c'est quoi le filon de c'est quoi la vie? Et encore une fois, on refait des connexions avec ce qu'est le quantique. Gaétan, je ne sais pas si tu veux Ouais. rajouter. Mais c'est tellement bien
de voir à quel point finalement, puis Mélanie a commencé aussi à dire tout est énergie. Mais si on pouvait juste ce soir comprendre et intégrer que tout ce qui se passe autour de nous n'est que de l'énergie. Tout ce qui se passe entre nous n'est que de l'énergie. Tout ce qui se passe entre moi et la personne qui venait me voir à mon bureau n'était que de l'énergie. Tu as mentionné d'ailleurs relation aussi, union. Encore là, relation et union, ça ne se voit pas une relation. Tu peux voir deux êtres séparés, tu dis qu'ils sont unis, mais ils sont séparés. Ce que tu vois, c'est deux êtres séparés. Puis si on pouvait voir au-delà de ce que les yeux nous font voir, on verrait probablement des champs énergétiques entre ces deux individus-là qui commencent à se pénétrer et à se comprendre. On sait aujourd'hui, par exemple, que, et ça, je le ressentais même quand les gens, les patients venaient dans mon bureau, que la relation s'établissait déjà, non pas juste avec les yeux, mais avec le cœur à un moment donné. C'était une compénétration d'un cœur avec un autre cœur. On sait que le cœur aujourd'hui, il y a un champ électromagnétique mesurable avec nos instruments, pas nécessairement si sophistiqués que ça, mais à peu près 5 mètres. Alors que le cerveau a une peut-être irradiation autour d'à peu près 1 mètre. Donc, on ressent plus l'individu entre nous avec notre cœur qu'avec nos yeux. Mais c'est formidable quand tu penses à ça, tu te dis, wow, tout se passe à ce niveau-là. Fait que si on pouvait, juste à partir de ce soir, juste réaliser à quel point les relations de cœur à cœur s'organisent constamment et sont constamment présente, qu'on le veuille ou pas. Ça peut être une réaction des fois d'antipathie face à quelqu'un qui arrive et tu sens que son énergie est comme à te brasse ou tu n'aimes pas son énergie. Ou d'autres fois, une personne tout à fait inconnue va wow, rentrer dans ton champ énergétique et tu te passionnes tout de suite pour ça. Eh bien, c'est ça la vie. Toute la vie est à propos de cette relation finalement qu'on établit entre nous et aussi avec soi-même. Fait qu'on va voir de plus en plus ce soir à quel point, comment est-ce qu'on est composé. On n'est pas ce corps physique où on pense que tout se passe dans cette matérialité qu'on appelle le corps physique. Il y a des corps énergétiques aussi qui sont tellement plus importants et ces corps énergétiques qui façonnent, si on veut, et qui permettent au corps physique d'exister. C'est quand même quelque chose de fondamental de réaliser. Même pour moi qui étais médecin au départ, de formation très scientifique sur les bancs d'école universitaire, de réaliser que le corps physique était quelque chose de, au fond, secondaire au corps énergétique qui nous compose aujourd'hui. Et aujourd'hui, c'est une certitude pour moi de réaliser à quel point tout n'est qu'énergie, tout ce que je suis n'est qu'énergie aussi. Et si je peux vivre ma vie en termes de relations énergétiques constamment, eh bien, c'est merveilleux de rentrer dans cette participation, dans cette union, si on veut, avec la nature, avec les autres, avec soi-même aussi, à quelque part. On va voir que cette pénétration, cette union avec soi-même, parce qu'on est bien plus qu'est-ce qu'on pense qu'on est finalement. On n'a jamais éduqué l'être humain à lui faire réaliser à quel point il y avait cette puissance intérieure qui pouvait le composer. On va probablement parler aussi, justement, Philippe, aussi des corps qui nous composent. Hein, c'est incroyable de voir qu'on n'a pas juste un corps physique. Et je trouve intéressant Mm. de voir que Philippe a vu aussi à travers la science quantique, qu'on pouvait trouver plusieurs corps énergétiques, plus qu'un corps physique. Donc, il y avait des corps qui supportaient ce corps physique-là aussi. Ben, c'est Oui, intéressant si je parce peux que c'est. bonifier. Oui, Ah, ben pardon. vas-y. Oui, vas-y. Oui, ben justement, en yoga, on étudie beaucoup au niveau de l'anatomie énergétique, hein, les chakras. Donc, quand j'en parle, on voit un peu les gens qui sont tu sais, au niveau de 99,9% que tout est énergie. Mhm. Tout ce que, tout ce que l'on voit, tout ce que tout est énergie, 99,9%, c'est extraordinaire. Souvent, ça choque les gens, que je le vois quand je l'enseigne, on ne sait pas comment réagir par rapport à ça. Ouais, Mais effectivement. Effectivement. Puis c'est mon professeur mentor, docteur Amit Goswami, il dit de dire qu'on a juste un corps physique, c'est le plus grand mensonge de l'humanité. Parce que c'est une façon de dire. Mais c'est intéressant parce qu'il y a une étude qui a été faite. Ce qu'ils ont voulu comprendre, c'est était où la mémoire dans le cerveau.
Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont pris des rats, puis ils ont commencé à enlever des morceaux du cerveau du rat après qu'il ait appris à faire son labyrinthe. Fait que là, il connaît son labyrinthe, il l'a appris. Et là, tranquillement, il enlève différents morceaux. Fait qu'ils ont plusieurs rats pour enlever tous les morceaux, parce que s'ils enlevaient tous les morceaux à un rat, ben, il ne serait plus capable de bouger, puis ça finirait là. Mais ils ont enlevé tous les morceaux, en réalité, du cerveau à différents rats au total. Puis le rat était quand même capable de se rendre à l'autre bout. Fait qu'il y avait une mémoire qui était... où cette mémoire-là? En anglais, on le voit très bien. On parle du brain, qui est l'espèce cerveau, qui est le matériel. Et on parle du mind, qui est un peu comme l'esprit. Les traductions sont un peu bizarres, mais fait qu'il y a quelque chose qui est en dehors du physique. On le voit même en médecine. Il y a des gens qui se font amputer un bras. Ils n'ont plus de bras. Ils ont encore la douleur qui s'appelle le membre fantôme. Le membre n'est plus là, mais la personne le ressent et a encore ces douleurs-là comme s'il y avait son membre. Et donc, si on était juste un corps physique, comment que ces choses-là s'expliqueraient? Ils ne sont pas capables d'expliquer dans le traditionnel, dans le newtonien, dans la médecine traditionnelle, ces choses-là. Ils ne savent pas. Et ça, c'est intéressant de voir que, à quelque part, moi, j'ai rencontré à 2 reprises Dr. Ben Alexander, un Américain, neurochirurgien de Harvard, non le moindre. Et lui, sa passion, c'était de disséquer des cerveaux. Carrément, là, il y avait toujours un cerveau humain dans la main en train de travailler avec, faire des expériences, jusqu'à temps qu'à un moment donné, il attrape une encéphalite bactérienne quasi mortelle, même on pourrait dire quasiment mortelle, parce qu'à un moment donné, il était entré dans une phase comatique très, très sévère il était sous respirateur artificiel, même au niveau électroencéphalogramme, à un moment donné, le tracé était rendu plat assez que les gens ont dit, ses confrères ont dit, ben écoute, il dit à sa femme, on va le débrancher, là, parce que le cerveau même, il dit, non, 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 vous ne le débranchez pas encore, attendez encore un peu. Finalement, il est revenu de cette encéphalite dévastatrice, si bien qu'à bout de quelques semaines, il avait repris complètement sa conscience, etc. Et, et c'est de voir à quel point cet individu-là qui croyait fermement à la matérialité de tous nos organes, dont le cerveau, qui était comme représentatif comme un organe noble, et moi je ne pense pas, le cœur est encore bien plus noble que le cerveau. Il n'y a pas une chose qui se passe sans que le cœur ne le remarque pas ou n'envoie pas des messages constamment à tout le reste du corps aussi. Eh bien, cet individu-là a remarqué que finalement, à force de penser, parce qu'il est revenu de là complètement transformé quand il est revenu de son coma, et sa vie a pris une autre ampleur et tout ce qu'il pouvait dire, il n'y a qu'une chose qui existe pour lui, c'était l'amour à un moment donné, l'amour. Et très vite, il a réalisé, comme certains confrères, Dr. Bohémier, Dr. Maudit aussi, c'est que la conscience est extra-neuronale, comme dit Philippe. La conscience n'est pas dans le cerveau, la conscience est en dehors du cerveau. Fait que même si le cerveau n'est plus là, la conscience est encore là. Le cerveau est un peu simplement comme le décodeur, hein? C'est un peu comme quand tu as une radio, tu syntonises à tel poste, puis là, il y a un intervieweur qui parle dedans, mais ce n'est pas le radio qui parle, non, il fait simplement passer les ondes de l'intervieweur. Fait que le cerveau n'est comme un décodeur, tout simplement, un transmetteur à la conscience. Mais ça, c'est phénoménal de pouvoir réaliser aujourd'hui en médecine que ces phénomènes-là existent aussi. Fait que si on commence à se dire que finalement, on n'est peut-être pas juste un corps physique, il y aurait quoi? Il y a Dr. Ripple Sheldrake qui détermine qu'il y a un corps morphogénétique, il y a quelque chose qui donne l'information à notre corps physique, comment évoluer. Hein? Si on revoit en biologie, pour certains peut-être que vous avez déjà fait des cours de biologie, quand le spermatozoïde frappe l'ovule, on a une cellule avec un ADN. Après ça, on tombe à 2, on tombe à 4, on tombe à 8. Fait que ça se dédouble à chaque fois. 32, 64, 128 et ainsi de suite. La même ADN, mais il y en a un qui décide de devenir un œil, l'autre décide de devenir une peau, l'autre décide de devenir un cœur. Si c'est juste matériel, comment il fait pour savoir? Ou c'est juste du hasard? Ça serait quand même assez drôle. Je pense qu'on aurait beaucoup de problèmes de manufacturation de notre corps humain si vraiment il n'y a pas quelque chose qui dirait à notre corps physique ou à ces cellules-là de quoi faire. Il y a quelque chose qui est à quelque part qu'on ne sait pas. Et c'est là qu'il y a quelque chose qui est au-delà de, on pourrait parler du cerveau physique, mais il y a quelque chose qui est en dehors qui nous donne cette information-là,
qui fait que les choses s'agencent dans une parfaite symbiose qui fait de nous des êtres humains tout à fait fantastiques. Mais tout ça, ce serait à dire que c'est le hasard. C'est là qu'on s'arrête à... Ben, ça n'a comme pas de sens. Fait que si on était plus que ça, ben c'est ça, le deuxième corps qui est un corps vital, qui est l'énergie vitale, qui est le chi ou qui est le prana. C'est là que les chakras vont être aussi. Donc, les chakras, c'est seulement des endroits. Il y en a 64 à peu près, mais il y en a plus que ça. Mais on en parle souvent juste de 7 qui sont les principales. Et les 3 principales, c'est quand même assez drôle parce que le troisième œil, le chakra plexulaire et le chakra du cœur, on a trouvé qu'il y avait des amas énormes de nerfs, comme le cerveau qu'on sait bien, mais le cœur et le chakra du plexus, c'est la même chose. Les 3 peuvent créer de la mémoire et se rappeler de certaines choses, principalement ces 3-là. Et c'est les 3 qui mènent principalement notre vie aussi. L'homme, principalement le chakra plexulaire, la femme, principalement le chakra du cœur, mais après ça, on est tout mélangé là-dedans. Et après ça, notre cerveau qui veut gérer tout ça. Et donc, c'est quand même, quand on commence à explorer en dehors des grandes universités, souvent, puis on commence à aller voir de la recherche, il y a énormément d'informations qui nous disent « Oh, la vie n'est pas nécessairement ce qu'on pense ». Et donc, il faut remettre ces choses-là en question. Et donc, si je ne suis pas juste un corps physique, je ne vis pas juste dans un monde physique et matériel, ma vie, c'est quoi? Qu'est-ce que C'est j'ai passé ma vie? Ben, vas-y. Oui, oui, c'est ça. C'est incroyable de réaliser, quand tu parlais des cellules tout à l'heure, à quel point on part d'un ADN, à quel point on part d'une cellule souche et qui, elle, dépendant de son environnement et probablement son environnement morphogénétique, ou on va l'appeler son épigénétique autour aussi, va se, va se, va se transformer, par exemple, en cellule de foie. La même cellule, à un moment donné, si elle est ailleurs, elle va baigner avec d'autres cellules, elle va se transformer pour un œil, etc. Donc, il y a une intelligence atomique incroyable à travers le corps humain. C'est fantastique de voir cette grandeur qui se passe à travers nous. On a beau parler de l'intelligence artificielle, là, mais on est loin de comprendre l'intelligence dont le corps humain fonctionne. On était des années-lumière encore, je pense, avant de comprendre l'infinie grandeur qui nous anime actuellement et du potentiel qu'on pourrait, si enfin on pouvait commencer à travailler avec tous ces systèmes énergétiques dont le corps est composé, commencer à mettre de l'énergie et de la recherche par rapport à ça, et non pas juste à propos d'une médication. En passant, si l'acupuncture, elle existe depuis des 3-4 000 ans, c'est parce que sûrement que c'est une médecine qui valait la peine. Donc, c'est une médecine énergétique. On travaille sur des méridiens, on travaille sur des chakras à travers ça, on travaille sur des organes en profondeur avec une petite aiguille sur un endroit en particulier du corps. Moi, j'ai travaillé avec des champs magnétiques pulsés, électromagnétiques pulsés, pour faire pousser du cartilage, par exemple. Mais il y aurait tellement de choses qui pourraient arriver à un moment donné si on voulait véritablement aller plus loin, puis permettre à cette science, si on veut, du corps, des corps énergétiques, dont un corps important je pense qu'on peut parler, c'est le corps vital ou le corps éthérique. C'est le corps de vie, en somme. Notre corps physique ne dépend que du corps vital. S'il n'y avait pas ce corps vital ou ce corps éthérique, ce blueprint, si on veut, il n'y aurait pas de manifestation matérielle d'un corps physique. Donc, on sait déjà que on est un corps immatériel avant tout pour avoir un corps matériel. Donc, ce corps énergétique, on va parler de l'aura aussi, donc c'est cette petite deuxième couche, si on veut, mais c'est, à mon avis, une des premières couches pour le corps physique. Cette petite couche permet au corps physique de se tenir là où il doit être, dans sa perfection, si on veut. Et lorsque ce corps énergétique, ce corps vital, ce corps éthérique qu'on appelle aussi l'éther, et commence à avoir une déréglementation de ce côté-là, une désorganisation, la maladie va s'installer aussi. Donc, c'est pour ça que tellement de techniques qu'on peut faire aujourd'hui, des techniques simples médicales au niveau de prise de conscience, au niveau énergétique, électrique et électromagnétique, qui fait en sorte qu'on peut commencer à réintégrer un corps éthérique dans le but de guérir ce corps physique aussi, qui n'est que le résultat de ce corps éthérique. Ben, c'est un peu comme dans mon programme Expérience Bonheur Quantique, qui était mon programme de recherche de thèse. On ne parle pas d'alimentation, on ne parle pas de gestion de stress, on ne parle pas d'exercice.
Mais les gens ont eu quand même approximativement 33 d'augmentation au niveau des neurotransmetteurs, donc comment le cerveau fonctionne, diminution de stress d'à peu près 33 symptômes généraux physiques de tous les niveaux de 33 mais je n'ai pas parlé de rien de ça. Et même si on regarde scientifiquement, on pourrait mettre une image de quelque chose qui vous fait vraiment peur, que vous ne voyez même pas. Ça va juste dans votre inconscient. Et déjà, votre cerveau est déjà en train de réagir. Vous pourrez juste penser à la personne que vous aimez le plus. Et déjà, votre corps est en train de créer des hormones, créer des choses qui sont positives. Fait que vous avez le pouvoir de le faire. Et donc, c'est la même chose, hein? On prend quelque chose d'extérieur qui fait que les cellules évoluent d'une certaine façon. Et donc, c'est quoi cet extérieur-là que vous travaillez dans votre vie à tous les jours qui vous fait que la physique quantique, c'est la physique des possibilités. Tout devient possible. Comme des guérisons instantanées, il y en a des répertoriés énormes. Il y a un document que je parle dans mes cours. Il y a des milliers de guérisons instantanées. Comment c'est explicable si on est juste un corps physique? Avez-vous déjà un auto qui se répare toute seule? La réponse est non. Il y a quelque chose qui est fait qui est extérieur. Et c'est là un peu le troisième point. Je pense que ça flot dans tout ça, puis après, on pourra avoir des questions, mais est-ce qu'on est programmé à vieillir dans tout ça? Est-ce qu'on est programmé à que la maladie, ça fait partie de notre réalité? Si on dit tout, bon, OK, avec l'âge, qu'est-ce qui arrive? Avec l'âge, on commence à être plus malade, c'est normal. On normalise les choses. Mais vous connaissez peut-être des gens qu'en vieillissant, finalement, ils sont devenus plus en santé, sont devenus plus en forme. Parce qu'ils ont fait des changements, ça peut être physique, ça peut être entraînement, ça peut être manger, ça peut être penser. Nous autres, dans nos programmes que j'avais, spécifiquement, avec mon père, c'était la même chose. Mais quand je faisais les programmes de santé avec ma femme, Natacha Azrak, qui va être à l'Expo Yoga aussi, au sommet, on avait des gens 60, 70 ans, puis ils disent « Hey, je me sens comme si j'avais 30 ans. » Pourquoi? Parce qu'on a changé leur réalité, on a changé ce qui se passait. Et ces choses-là sont possibles. Et donc, c'est une chose, c'est quoi les croyances que vous avez qui sont souvent pas personnelles, mais qui sont sociétales, c'est comme ça. La vie, elle est comme ça. Elle est quoi? Déterminée, encore une fois. On revient à ce que la physique newtonienne elle est. Tout est déterminé, tout est de cause à effet. Mais si c'est vrai, comment une guérison instantanée peut arriver? Donc, il n'y a pas de miracle. Il n'y a pas de miracle, si ce n'est que nous qui pouvons faire le miracle. Et ce qu'on appelle un miracle, finalement, c'est parce que souvent, c'est parce qu'on ne sait pas, c'est parce que ça arrive comme ça, mais on ne sait pas pourquoi. Mais alors qu'aujourd'hui, on sait très bien, la physique quantique, la science quantique, la science de l'énergie nous dit à quel point ces choses-là sont possibles. Combien de guérisons miraculeuses, moi, j'ai pu voir en l'espace, des fois, dans une seule consultation, où l'individu était totalement, la dépression était carrément partie, là, pouf, comme ça. Aussitôt que ça, on pouvait même arrêter la médication à l'époque. Mais c'est de voir à quel point on est façonné comme ça, on est construit comme ça. Il est vraiment temps qu'on réalise à quel point ce pouvoir-là, on l'a. J'avais déjà demandé quand j'ai été en Inde puis au Tibet, à un moment donné, avec un certain maître qui faisait que j'appellerais des miracles, là. Mais je dis, comment tu fais, toi, pour matérialiser des choses comme ça? Il pouvait matérialiser n'importe quoi. Il a fait même des guérisons que j'appellerais là, ramener quelqu'un de la mort là, qui avait été déclaré par des médecins. C'est comment tu peux faire ces choses-là? Et la seule chose qu'il me dit, il dit, la seule différence entre toi et moi pour l'instant, il dit, soit toi, tu ne sais pas encore que tu es Dieu. Wow, OK. Dans le sens que je n'ai pas ce potentiel divin encore à l'intérieur de moi. Je vois encore les choses petites. Je n'ai pas pu m'éduquer suffisamment, puis m'entraîner suffisamment à voir les choses avec tellement de grandeur que ce que j'appelle le miracle devient possible. C'est pour ça que Philippe, dans ses formations, il y a des gens dont la conscience commence à changer. Et à cause qu'un changement de conscience, une conscience élargie, bien, dans le corps, la biochimie se porte déjà mieux. On voit ça souvent, même des fois, en l'espace d'une journée, quelqu'un qui avait une grosse, grosse grippe, il arrive, fait une formation. La soirée même, tout est complètement disparu, sa grippe est finie, boum, boum. Il a compris quelque chose. Donc, lorsque ce que j'appellerais l'énergie de l'âme est
est en harmonie, si on veut, eh bien, le corps se porte bien. Dès qu'il y a une espèce de désajustement par rapport à ça, des frictions, et ça cause, si on veut, ce dérèglement qu'on va appeler la maladie. Mais finalement, toute maladie, si on prend véritablement conscience de ça, et puis on fait un travail de recherche et de développement de soi, eh bien, ces maladies-là aussi peuvent carrément disparaître. Et c'est sûr que c'est pas 100% dans tout, là, parce que ça dépend beaucoup de notre côté de réalisation. Mais cette possibilité-là, elle est là. C'est important de réaliser à quel point, oui, la possibilité, elle est là. La transformation, elle est là. Et c'est important de travailler à cet effet-là. Fait que j'aime beaucoup donner l'exemple. En spiritualité, il y a beaucoup de monde qui croit en nous sommes toutes la même chose, que ce soit Dieu, la source, la conscience, nommez-la comme vous voulez. Et ça va avec ce que mon père mentionnait. Ce maître-là sait qu'il est Dieu, donc qui sait qu'il est tout en réalité. Et nous, on ne le sait pas. Combien de gens en spiritualité savent qu'on est tous Dieu, on est tout ça, mais est-ce qu'ils vivent à partir de cette chose-là? Le savoir consciemment, c'est une chose. De l'intégrer, de le vivre et de le savoir inconsciemment, c'est l'autre partie. La plupart du temps, on est 5 conscient, 95 du temps inconscient. Et donc, si vous le savez, 5 du temps, ça fait une différence, mais ça ne fait pas la différence. Il y a plein de choses qui sont possibles. Finalement, dans la vie, tout est possible. Et pour chacun d'entre vous, tout était possible, sauf que vous vous laissez conditionner. Donc, plus qu'on est conditionné, plus que les probabilités diminuent. Et par exemple, je nomme, bon, il y a Hélène, il y a Joanne, il y a Nathalie, il y a Pauline, il y a Mylène, Thérèse. Ben, vos amis vont dire, ah ben Thérèse, on la connaît, elle est comme ça. Hélène, elle est comme ça. Fait que c'est quoi? On vous a conditionné, on vous a rendu déterminé. Et après ça, vous avez moins de possibilités d'être autre chose parce que les gens qui sont l'observateur en physique quantique créent leur réalité et vous faites partie de leur réalité. Fait que si les gens autour de vous sont Thérèse est tout le temps comme ça, mais Thérèse, ça va être difficile pour elle de changer. C'est pour ça que pour moi, il y a beaucoup de couples qui se divorcent parce qu'il y en a un qui veut changer, l'autre ne veut pas changer. Fait que s'il y en a un qui change, l'autre change automatiquement dans sa perspective, dans son environnement. Et donc, c'est l'important de se regrouper des gens qui veulent évoluer pour te dire, hey, qu'est-ce que tu crois qui est impossible que tu veux faire demain? Parce qu'on se laisse tellement vivre dans ce qui est possible. Ah, toi, que tu vas accomplir quoi cette année? Ah, ben peut-être juste un petit peu plus, juste 5 de plus, juste. Mais pourquoi? J'étais dans une planification stratégique au niveau des affaires, puis tout le monde disait, ah, mais je veux juste faire ça de plus, je veux juste faire ça. Moi, j'arrive, puis je suis comme plus gros que tout le monde, puis je commence mon entreprise, puis ils sont comme, ben, c'est pas grave si je ne l'atteins pas. Mais j'aime mieux viser la Lune, puis d'arriver à moitié chemin que de viser juste la tour Ville-Marie en haut, puis c'est tout. Ben non, pourquoi? Parce que les gens vont dire, ah, mais ça n'a pas de sens, qu'est-ce que tu penses? Ça n'a pas de bon sens, tu ne peux pas penser comme ça. Tes idées sont folles. Mais normalement, c'est les idées folles qui ont changé le monde, mais il ne faut pas trop penser comme ça. Hein, C'est tout le phénomène des croyances, effectivement, Philippe. C'est tellement important ce que tu apportes là. Tout à l'heure, te parler du vieillissement. Puis il y a cette belle étude de Dr. Langer, qui était psychologue, qui est docteur en psychologie à Harvard et je pense à une autre université aussi en Californie, je crois, pas celle-là, et qui avait fait l'étude de Counterclockwise Study et qui avait pris les gens de 70 ans et qui les avait mis dans un village où tout avait été transformé comme il y a 20 ans auparavant. C'est-à-dire que la maison, les meubles, la cuisine, la télévision, c'était celle d'il y a 20 ans auparavant. Puis le poste de Les qu'est-ce qui jouait à journaux, la télévision, là. Pas juste la oui, télévision physique, ouais, mais c'est ça, ce qui jouait à la télévision aussi. C'était les nouvelles d'il y a 20 ans auparavant. ce qu'il avait demandé, c'est que les gens qui aient des conversations d'il y a 20 ans, pas les conversations d'aujourd'hui aussi. Fait En que plus, c'était à propos de ça. vraiment à propos de ça. Et même leurs photos, c'était d'il y a 20 ans. Leurs propos, c'était à propos d'il y a 20 ans. Euh, mais avant de les envoyer là, elle leur a fait passer un bilan sanguin, des bilans en ergonométrie, en physiothérapie, voir leur force. Puis il y avait des gens là-dedans qui étaient diabétiques, d'autres qui étaient plus ou moins en chaise roulante, d'autres qui marchaient avec des béquilles. C'était des gens, quand même, 70 ans, qui étaient comme une bonne partie de la population où on a comme croyance qu'à 70 ans, on n'est pas en bonne santé, puis
ben, il faut prendre des pilules, puis ça ne va pas nécessairement bien. Fait que là, ce qu'elle a vu, elle dit, est-ce que l'environnement dans lequel je vais aller replonger comme 20 ans auparavant, ça peut avoir une importance? Et elle était quand même pas mal audacieuse de penser comme ça, parce que même au bout de 2 semaines, elle va voir ces gens et déjà, elle a de la difficulté à les reconnaître. Il y avait une place, il y a pour une piscine. Des gens, il y a certaines personnes qui ne pouvaient même pas nager ou il y avait peur de nager. La peur était aussi un gros facteur. Et là, c'est comme si les peurs commençaient à s'en aller. La personne qui nageait à peu près, là, elle nageait beaucoup. Les personnes qui étaient diabétiques sont toutes ceux qui avaient commencé à se normaliser. Et c'était la personne qui boitait, qui dansait pas, a dit, mais voyons donc, il y a quelque chose qui se passe pas, là, et qui se passe que moi, je comprends plus, là, je comprends pas. Et elle a continué à faire ça peut-être pour quelques 3 mois. Et c'était révolutionnaire, ça a fait le tour du monde, cette étude qui date déjà de près de 25 ans. Malheureusement, on ne l'a pas assez éduqué, on ne nous en a pas assez parlé de ça, à quel point nos croyances nous façonne. Donc, on est le résultat des croyances, puis pas juste les croyances que nous, on a, mais les croyances que la société nous donne aussi. Parce qu'être âgé, c'est comme être vieux, c'est être malade, c'est prendre des pilules. Des pilules. Si tu es âgé et tu ne prends pas de pilules, tu n'es comme quasiment pas normal non plus. Fait que là, on a réalisé à quel point ces croyances-là pouvaient nous changer drastiquement. Et c'est la première chose qu'il faut faire ce soir, c'est commencer à ouvrir nos horizons, même s'il y a des choses que l'on dit qui semblent un peu flyées, mais s'ouvrir à cette possibilité-là, parce que c'est vraiment un monde de possibilités, comme dit Philippe. Et plus on va embarquer dans ce monde de possibilités incroyables, mais plus il va y avoir ces possibilités qui vont se créer finalement. Et c'est vraiment le temps, là, actuellement, avec toute cette science qui commence à fusionner et qu'on commence à découvrir et qu'on commence aussi, surtout, à élargir à une grande population, de s'éveiller par rapport à ça. Donc, changer nos croyances est primordial dans le vieillissement. Et tu disais tout à l'heure, c'est des croyances aussi collectives, ce qu'on appelle des égrégores. C'est une boule d'énergie. Une croyance, c'est une boule d'énergie qui est mesurable aussi sur la planète. On a fait des tests, par exemple, chez des gens lorsqu'il arrivait, par exemple, un événement assez grandiose, ce soit la mort, par exemple, de Diana, c'était des capteurs électroniques un peu partout sur la planète. Et bien, les capteurs s'affolaient. Ils enregistraient la qualité énergétique qui était de peur, si on veut, ou de colère, peu importe, mais ils enregistraient une activité électrique émise par toute la population planétaire. Voyons à quel point, finalement, en tant que groupe, on peut participer à changer le monde aussi. Donc, les pensées qu'on va avoir, les croyances qu'on va avoir par rapport à un gouvernement, par rapport à quoi que ce soit, la santé, eh bien, on en devient responsable. On crée exactement ce que l'on croit. Et ce que l'on croit, on dit, ben oui, regarde, c'est comme ça que ça marche. Fait que j'aime bien mettre une mise en garde un peu comme par exemple si on lit le livre qu'on a écrit sur un peu de tout ce qu'on parle aujourd'hui. Et là, on ouvre le livre et on fait hey, ça, c'est bon. Ah non, ça, j'aime pas ça. Ah, ça, j'aime ça. Fait que là, on est en train d'essayer de voir le livre, est-ce qu'il fit avec mes croyances, est-ce qu'il fit avec mes valeurs? Et on va évaluer les choses si on les aime ou non, basées sur ces croyances et valeurs. Et après ça, on se demande pourquoi on a encore la même vie, parce que on fait juste prendre et consommer ce qui fait du sens dans notre réalité. Fait qu'il faut vraiment transformer notre croyance, notre vision du monde à confronter ces choses-là. Dans le monde bouddhiste, quand je suis allé au Népal il y a à peu près 2 ans, j'ai fait des entrevues avec beaucoup de moines bouddhistes. Puis une de mes questions, c'est quelle est la différence entre votre système d'éducation et le nôtre? Fait que les autres, par exemple, vont lire un texte qui est sur la vie. Ils vont aller méditer dessus. Après ça, ils vont aller débattre dessus. Ils vont aller méditer. Fait qu'ils se questionnent sur ce qu'ils lisent, sur l'information, au lieu de juste consommer l'information et n'en faire aucun sens avec ces choses-là. C'est pour ça, des fois, j'animais une classe ce week-end dans un de mes programmes. Les gens me disaient OK, ben, c'est quand le prochain live de questions? Ben, je dis la meilleure façon, c'est pas que moi je fais juste répondre à vos questions. Posez des questions dans le groupe, puis essayez d'y répondre. Essayez d'interagir, essayez de vous poser, même si ce n'est pas la bonne chose, ce n'est pas grave. Mais ça vous amène dans un effort qui est de réflexion. C'est quelque chose qu'on a perdu beaucoup. On ne veut pas trop parler de tout ça parce que là, ben, comment les gens vont nous juger? Est-ce qu'ils vont dire quelque chose? Pour moi, par exemple, des groupes de lecture, pas de romans, par exemple, mais
de livres plus à caractère non-fiction, il y a un bénéfice immense. Ça ne coûte rien, mais ça nous demande du temps, ça nous demande de la réflexion, et ça, c'est difficile. On préfère passer du temps, par exemple, sur les réseaux sociaux, consommer énormément d'informations, mais jamais la remettre en question. Hein, ils disent que les plus grands entrepreneurs, les plus grands directeurs d'entreprise, ça lit 50 livres par année. Un livre par semaine? Est-ce que tu as le temps vraiment de te poser des questions? La réponse est non. Et tu prends les plus grands dans le développement personnel. J'ai oublié son nom, c'est un gars de Toronto qui est décédé il y a quelques années, Bob Proctor, qui était très, très connu. Et quand il a commencé son développement personnel, il se faisait coacher par quelqu'un, puis il lui disait, si tu lis un paragraphe, il faut que tu t'assures de comprendre le sens de chacune des phrases, sinon tu ne passes pas au prochain paragraphe. Et mon Dieu, on peut passer une semaine juste à lire le même paragraphe. Mais si on le regarde, ça a été un des pionniers dans cette réalité-là. C'était quelqu'un qui n'avait aucune éducation, il n'était pas bon à l'école, tout le monde lui a tout le temps dit que tu ne réussiras jamais dans la vie, et il a bâti un empire de transformation personnelle, spirituelle, et ça a été fascinant. Est-ce que ça vous demande quelque chose? Vous achetez un livre qui vous coûte, par exemple, 30 $, par exemple celui-là, mais vous lisez. Et par exemple, ce qu'on a fait, c'est pour vous aider, on vous a donné un guide d'accompagnement, qu'on vous pose des questions pour vous faire réfléchir davantage. Il y a plein de questions dans le livre, parce que ce n'est pas les 1001 recettes. Et ça m'amène au paradoxe du progrès. On a toutes les connaissances inimaginables quasiment aujourd'hui sur la planète. Autant au niveau de la santé qu'au niveau confort. On a vraiment tout. Mais c'est quand même drôle. On est plus malade, on est plus malheureux que jamais. Quand même assez drôle. Fait que, on a toutes ces connaissances-là. Hein, combien de livres sur les 1001 recettes du bonheur, sur les 1000 choses à faire pour ta santé. Pourquoi que ça ne se passe pas? D'ailleurs, on voulait parler du bonheur, hein, Philippe? On s'est dit, ben non, ben le bonheur, mais c'est plein de livres sur le bonheur, mais c'est plein de livres des recettes sur le bonheur. Mais il n'y a pas de recette. C'est comme si je vous disais, vous allez être illuminé, suivez cette recette-là. Le bonheur est particulier, c'est un état d'âme à l'intérieur de chaque être, éventuellement, c'est intérieur. Et le livre est vraiment à propos de. Il faut le digérer, le livre. Juste le lire, c'est pas assez. Il faut le relire, puis comme il disait, on lit un paragraphe, puis qu'est-ce que j'ai compris, une page ou deux, je le retourne de bord, qu'est-ce que j'ai appris ou qu'est-ce que j'ai appris de nouveau? Parce on est trop en train de cocher, oh, ça, je connais ça, ça, je connais ça, oh, ça, je connais pas ça, ça, je ne crois pas. On a toute cette tendance, si on veut, à rejeter les choses qui sont trop nouvelles par rapport à soi. Et je peux dire que même, moi, je lis encore le livre, je lisais encore un peu après-midi quelques chapitres, puis j'ai dit, waouh, est-ce que j'ai vraiment encore intégré suffisamment tout ça dans ma vie actuellement? Et la réponse, c'est non, à un moment donné, parce qu'il y a tellement de choses qui reviennent, le passé nous revient constamment. Il faut revenir constamment aussi dans un nouveau profil qu'on veut garder éventuellement. Et c'est à travers cette habitude de recréer quelque chose d'automatisme, on veut, des petits pas qu'on doit faire un peu tous les jours pour qu'éventuellement on puisse marcher d'une façon différente. Mais c'est la même chose pour un livre. Ça ne prend pas 50 livres par année qu'il faut lire, ne serait-ce que ce soit quelques livres seulement, mais qu'on peut mettre éventuellement en pratique. C'est la même chose lorsque les gens viennent voir le médecin, puis s'ils ne font pas les prescriptions voulues, ben écoute, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Si on peut avoir eu toute la connaissance du problème, et la prochaine étape nous appartient véritablement. Et c'est ce qu'on veut participer avec vous, c'est que vous êtes véritablement le créateur de votre vie et le livre vous montre à quel point vous pouvez créer cette vie de transformation et de bonheur auquel vous aspirez. Et c'est peut-être le plus beau cadeau pour l'année 2025 qui s'en vient, là, pourriez-vous faire finalement, d'acheter ce Vraiment. livre-là pour apporter quelque chose de neuf dans votre vie. Ça va aller sur tous les niveaux de votre vie, à tous les niveaux de votre vie. Moi, je l'ai lu et ça me rassure de savoir que j'ai relu plusieurs paragraphes plusieurs fois. Ah, bon. Mais je voulais savoir, en fait, ce serait quoi vos trucs par rapport aux trois éléments, les trois questions existentielles qu'on s'est posées ce soir? Si on avait trois éléments à choisir là, dans ce qu'on a discuté
pour repenser notre année et apporter plus de bonheur dans notre vie. Bon, bien sûr, le bonheur, c'est quelque chose qui se cultive, hein, n'est-ce pas, à l'intérieur de soi, petit pas à petit pas, une chose à la fois. C'est ce qu'on met dans notre corps, dans notre cœur, dans notre esprit. C'est ce qu'on cultive au jour le jour. Comme moi, j'ai une habitude de vie avec mes enfants, ma famille, en fait, tous les soirs, quand c'est possible, évidemment, on n'est pas toujours arrimés ensemble, c'est de pratiquer la gratitude. Mhm. Ben, Ouais. T'as volé ça les mots amène de ma quelque chose bouche, de... t'as volé les mots de ma bouche, là. Ouais, La ça amène gratitude. concrètement dans notre énergie familiale beaucoup plus de reconnaissance par rapport à chaque petite étape. Ça peut être juste, j'ai de la gratitude pour ce beau repas en famille. Ça peut être tout Mhm. simple. On n'est pas obligé d'aller chercher ça bien, bien loin, mais c'est 3 gratitudes ou plus si on a envie. Mais ça fait partie de notre quotidien et des outils qui nous amènent à amener plus de conscience et de présence dans le moment. Et ben, c'est ça, j'aimerais ça entendre par rapport à dans vos outils concrètement pour avoir une année repensée. Mhm. Qu'est-ce que vous auriez à nous suggérer là, particulièrement? Fait que si je prends le point 1, c'est la compréhension profonde de la réalité dans laquelle on vit, ben, je pense que c'est de remettre les choses en question. C'est tellement important. À l'école, on ne nous a pas appris à poser des questions. Le professeur ne voulait pas trop entendre de questions parce que des fois, ils ne savent pas les réponses. Fait que tout aussi bien qu'il n'y ait pas trop de questions. Je l'ai vécu beaucoup dans mon MBA, dans ma maîtrise. Mais si vous pouvez remettre l'information puis vous questionner sur ces choses-là, que ce soit aux nouvelles, que ce soit dans les journaux, que ce soit les livres que vous lisez, remettez ces choses-là en question et ça va transformer votre vie. C'est quelque chose de simple, mais ça demande de l'énergie, ça demande une réflexion, ça demande un temps, mais ça ne coûte rien. Et donc, c'est une chose qui est, pour moi, qui est très, très importante. Fait que je ne sais pas si tu veux y aller, Gaétan. Oui, ben c'est une réalisation que j'aimerais que de plus en plus on se penche pour 2025 avec tout ce qui s'en vient et tout ce que nous vivons au niveau planétaire, là, parce qu'il ne faut quand même pas se le cacher. Actuellement, on est dans une période de transformation radicale dans tout ce qui va arriver. Et pourquoi pas aussi à l'intérieur de nous tous, finalement. Et une chose importante de réaliser que nous avons le monde que nous avons créé et que nous continuons de créer. Il n'y a personne de responsable, sinon un peu tous et chacun, finalement. Parce que à travers ce que l'on vit, à travers ce que l'on pense, à travers ce que l'on croit, bien, on crée cette réalité-là. Commençons à changer les possibilités d'avoir un monde nouveau, un monde meilleur, justement en ayant cette croissance, cette confiance et cette croyance que le meilleur est à venir encore actuellement. Le meilleur de moi est à venir. Le meilleur pour le monde est à venir aussi. C'est, c'est primordial de réaliser à quel point on est les créateurs de ce qui se passe ici. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de souffrance, mais la souffrance, on va probablement être moins attaché à cette forme de souffrance dans laquelle des fois, il faut parfois traverser parce que tout, tout changement, toute transformation a quand même une certaine difficulté. Donc, ce n'est pas toujours emballant nécessairement de changer, ou ce n'est pas toujours aussi facile que l'on croit, mais à quelque part, c'est pour une bonne cause. Et de se détacher, si on veut, ce qui est important, ce n'est pas la façon dont on va le faire, c'est la façon du détachement qui va faire suite à ça. Et lorsqu'on peut se détacher de quelque chose, les choses prennent beaucoup plus de perspective, beaucoup plus de facilité. Et il y a des transformations majeures qui vont s'opérer à travers le détachement qu'on peut avoir par rapport à des choses qu'il faut laisser aller. Que ce soit des choses, des pensées qu'il faut laisser aller, que ce soit des choses plus matérielles, des relations, etc. Ouais, je trouve ça important de prendre conscience, qu'on soit conscient de notre pouvoir créateur. Ouais. Quand on prend conscience qu'on crée notre propre vie, notre propre chemin par chacune de nos actions, chacune de nos pensées, ben c'est ça. Ça nous amène un peu plus loin dans l'intégration. Puis, C'est Fait ça, que c'est souvent, réaliser que c'est l'infini petit. C'est vraiment l'infini petit qui crée tout ce qu'on voit autour de nous et tout ce qui se passe aussi sur notre planète, finalement. Et tous et chacun ont un rôle à faire. Tous et chacun qui va faire en sorte que plus on va augmenter notre qualité vibratoire,
ben, c'est cette qualité vibratoire qui va s'amplifier, si on veut, d'une personne à l'autre et qui va faire un univers qui va être vraiment différent tout à l'heure. Donc, c'est comme la première chose à faire, c'est vraiment nous se transformer pour le meilleur, pour que tout se transforme aussi éventuellement dans ce but-là que nous voulons créer et que nous voulons avoir un jour. Ouais. Si j'en rajoute un autre, il peut être difficile à accepter, c'est que tout est toujours parfait dans un sens, tout est toujours pour ton meilleur à toi. C'est une phrase que je dis constamment. Tu n'as pas ce que tu veux, mais tu as ce que tu as de besoin. L'objectif est quoi? C'est un objectif de vie, d'évolution. Fait que même Einstein disait que Dieu est comme bénévolent, il va tout le temps t'envoyer quelque chose de positif. Même si tu penses que ça fait mal, c'est souffrant, c'est un message qui peut te faire grandir. Mais ah, c'est bien plus facile de rester dans le négatif. Notre cerveau il est programmé pour ça, il est programmé pour survivre. On n'a plus de lion qui nous court après, mais on est encore programmé de la même façon. Fait que quand ça nous arrive de négatif, on préfère réagir versus de dire OK, qu'est-ce que je peux apprendre? Fait que c'est chaque moment qui est là, qu'il soit positif ou négatif, c'est les moments les négatifs qui sont les plus grandissants parce qu'il y a quelque chose à apprendre davantage. Et donc, de prendre ces moments-là qui sont souffrants, qui sont douloureux pour grandir. Je mentionne souvent mon amie Sophie Rice qui a écrit un livre qui s'appelle Un cancer en cadeau. Elle a vécu un cancer, elle l'a pris comme un cadeau. Fait qu'on pourrait dire que c'est une grande source de souffrance, mais c'est une grande libération qu'elle a vécue au travers de ça. Tu sais. Et donc, fait que c'est quoi ces moments-là qui vont vous faire souffrir dans votre journée? Faire hey, yes, j'ai quelque chose pour grandir, j'ai quelque chose pour évoluer. De le voir comme du positif. C'est que du positif que la vie nous envoie. Mais on a commencé à dire ah, ben ça, c'est négatif, ça, c'est positif, ah, ça, c'est pas avec mes valeurs. Ça. Tu crées ta vie, tu es là. Le pouvoir créateur, tu l'es constamment, mais ce qu'on fait, c'est qu'on aime mieux pas être le créateur puis d'avoir la responsabilité, fait qu'on la donne aux autres. Parce que là, on devient non responsable, fait qu'on ça, on peut se plaindre, on peut ne pas prendre responsabilité, on peut juger, on peut. Mais non, deviens le créateur, reprends ta puissance. Ça demande quelque chose, mais c'est tellement bénéfique sur le long terme. Mais on préfère d'être dans le plaisir immédiat, c'est bien plus facile, bien plus le fun. Mais tu payes le prix tellement à long terme. Fait qu'on On n'a pourrait pas dire que, d'habitude d'investir dans notre bonheur. effectivement, et finalement, comme tu dis, c'est que le grand maître, c'est la vie finalement. Fait que ce que la vie nous apporte, c'est toujours pour le meilleur de nous. Et pour ça, ça demande justement d'avoir, premièrement, réalisé, comme tu dis, que tout est parfait, part du principe, et que aussi du principe que tu dois te détacher de les, on va appeler ça l'épreuve que tu traverses, tout simplement, te détacher de ça et traverser l'épreuve. De toute façon, il faut que tu la traverses. Et en étant détaché, ça va être beaucoup plus facile, si on veut, ça va être beaucoup moins souffrant aussi. Oui, et si je peux faire du pouce là-dessus, moi, dans mon quotidien, quand j'ai des frustrations ou des contractions intérieures, on en a beaucoup dans une journée ou dans une semaine, ben, au lieu de justement me contracter, je suis plus comme je m'ouvre, je suis comme OK, j'accueille ce qui est, j'accepte ce qui est. Puis c'est pas un travail, je sais pas un réflexe qui est arrivé automatiquement, là. C'est quelque chose que j'ai travaillé durant des années. Puis à chaque fois que je prends une photo de moi-même dans quel état je suis, ben, je me ramène à OK, non, c'est pas la bonne réaction. Ça fait partie de la vie. On se détend et on accueille la situation, puis on apprend de ça, puis on s'ajuste. C'est ça la vie. Ce Et premier c'est point-là est magnifique. important. C'est le premier point d'être le témoin de ce qui se passe. Donc, avoir le feeling tout de suite au niveau de ton corps avant que ça soit une émotion finalement qui te perturbe négativement. Qu'est-ce que ton corps a réagi? Il y a une fraction de seconde à quelque part où tu peux être présente à ça. Et tu dis, oh non, j'embarque pas là-dedans. Et si tu es capable de le dire, oh non, je ne me fais pas embarquer comme d'habitude, ou je me fais tout le temps embarquer, non, c'est comme stop, mais il faut être présent à ça tout de suite, et dire, OK, quelle opportunité j'ai de dépasser et qu'est-ce que j'ai à comprendre de cette situation-là aussi. Alors que c'est beaucoup moins souffrant dans ce temps-là. Et pas juste que ça va être moins souffrant, c'est que ça va être même évolutif, ça va être très positif à un moment donné. Mais Oui, puis c'est un ça nous travail de amène tous les aussi, jours. oui, puis à relativiser avec des grandes, grandes épreuves, tu sais. Ouais. Des fois, c'est juste de prendre conscience de ce qui se passe vraiment. C'est comme, OK, bon, c'est pas si pire, là. On relativise, puis on continue notre chemin. On peut commencer Ouais. par des petites choses, hein, des fois, parce que souvent,
c'est les fleurs dans le tapis qui nous font trébucher, hein. C'est incroyable parce que, oh, on est fatigué, là, puis là, la petite craque, on ne la voit pas ou on s'enfarge dedans alors que normalement, on aurait pu passer à travers. Fait que c'est se pratiquer avec les petites choses simples de la vie, à voir à quel point notre réaction est spontanée, rapide et si on veut, impulsive, sans qu'on ait passé à travers le filtre, si on veut, du témoin qui dit wow, 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 j'embarque plus là-dedans, là. Ouais, ouais, effectivement. Si vous avez des questions, vous pouvez les écrire dans les commentaires. Effectivement, hein, moi, c'est la grosse différence entre agir et réagir. Dans l'inconscient, on est juste en réaction, il n'y a aucune puissance. Puis quand il arrive quelque chose, on peut prendre un moment, ce moment de pause, ce moment de réflexion de ce qui se passe, là, on peut avoir de la puissance pour agir. La réaction n'a aucune puissance. L'action, c'est parce que tu pars à partir de rien, tu pars à partir d'une réflexion, tu pars à partir, pas de la réaction, mais il y a énormément de puissance qui se retrouve là-dedans. Et donc, fait que si je reviens, il y a un commentaire qui a été fait il y a quand même un petit temps de Diane. Est-ce que le décès d'un proche peut guérir une maladie existante en nous? Notre proche amène notre maladie avec lui et avec elle. Fait que je ne sais pas qu'est-ce que toi tu vas en dire. Ancien médecin, qu'est-ce que tu en penses de ça? Oui, mais ben, pour moi, tout est possible. OK? Tout est, d'une certaine façon, tout peut être parfait. Tout dépend de la relation que tu avais avec cette personne-là aussi. J'ai vu plusieurs petites choses comme ça qui sont arrivées lors d'un décès, qui sont parties, puis des petites choses dans le sens qui étaient ennuyeuses pour la personne qui supportait ça depuis des années. Et le décès de l'autre fait en sorte que c'est comme si c'est le cadeau qu'elle lui a apporté. Et ces choses-là, je l'ai vu surtout avec des gens qui participaient intimement au départ de l'autre. C'est un peu comme le cadeau lorsque la personne sur son lit de mort va quitter et la présence entre l'autre et cette personne-là, cette union, si on veut, c'est comme si elle va apporter euh, une certaine tristesse que l'autre avait ou une certaine, comment dire, un malaise que l'autre avait, sans nécessairement parler d'une maladie, là, mais la personne ressent quelque chose qui vient de partir d'elle parce qu'elle a accompagné l'autre dans son départ. Je ne sais pas si... Oui, puis à quelque part aussi, bon, on crée la réalité et les autres nous créent. Fait que quand ouais, quelqu'un décède, il y a une partie de nous qui s'en va aussi à quelque part, parce que surtout quand c'est quelqu'un de proche, il y a un entrelancement, on se crée un et l'autre. Et des fois, quand cette personne le quitte, il y a quelque chose qu'on réalise aussi, parce qu'on vient de perdre quelque chose. Donc, pour ma perspective, la personne ne part avec rien, mais il y a une compréhension qui se fait chez toi davantage, qui peut être tout à fait inconscient. Mais il y a une cassure, il y a une brisure qui se crée. Et à ce moment-là, pour certains, ça peut être un grand soulagement, mais comme dans l'inverse, pour certains, ça peut être encore pire parce qu'il y avait un grand attachement et là, il n'est plus là. Donc, là, on ressent un grand vide. Fait qu'il peut y avoir des positifs, des négatifs, peu importe ce qui arrive. La même situation peut être vécue totalement dans l'inverse pour deux personnes différentes. ouais, tout Euh, à fait. Tout à fait, mais il faudrait, c'est un gros malheur, à mon avis, que de voir des gens qui décèdent, qui vont partir, là, sont sur leur lit de mort et les gens sont remplis de peur, de pleurs aussi par rapport à ça, alors que c'est très perturbateur pour les deux, finalement, autant pour la personne qui va partir que pour la personne qui assiste aussi. Et que si on comprend véritablement la vie, puis on en parle dans le livre aussi, la vie repassée, si on compare véritablement la vie, puis on le dit avec un grand V, là, c'est pas la petite vie, là, c'est la grande vie, mais il n'y en a pas de mort d'une certaine façon. Ça n'existe pas. Tout ce qui meurt, c'est ce corps physique, finalement, dans lequel la personne souffrante ou malade va le laisser aller pour aller gagner, puis se retrouver dans la lumière. Mais on devrait même être heureux de ça, puis ça serait bien, je pense, que les familles puissent être autour de l'individu qui va partir pour lui permettre d'être accueilli aussi par d'autres entités, probablement d'autres lumières aussi, qui vont pouvoir continuer, il va pouvoir continuer son chemin. Sinon, les pleurs, j'ai vu beaucoup souvent des gens qui pleuraient constamment et les personnes qui étaient décédées, qui étaient décédées, mais qui étaient comateuses, sont vues, qui sont revenues quelques mois après, ils disaient à quel point il avait été comme perturbé par les pleurs de tous ces gens-là d'une certaine façon. Ce qu'ils voulaient, là, eux autres, c'est que
qu'il soit content de ce que cette personne-là qui était dans un autre univers vivait de questions, de questions très positives de l'autre côté. Puis c'est comme si eux autres, ils ne réalisaient pas ici, quand on est ici sur plan. Ils disaient à quel point, des fois, on y avait posé la question à une personne qui est morte 3 fois, là. Euh, mais j'ai dit, toi, quand tu étais de l'autre côté, euh, qu'est-ce que tu pensais, là? Ta femme, tes enfants, t'avais-tu beaucoup de peine? Il ne comprenait pas la question. Peine, peine. Il dit non, il dit quand tu es de l'autre côté, tu es de l'autre côté, là. Tu es de l'autre bord du mur, là, quelque part, l'autre bord de la porte. C'est vraiment un autre monde dans lequel la peine comme telle n'existe pas véritablement. Et ça peut tellement nous soulager de voir que finalement, puis comprendre que ces êtres-là ne sont pas à plaindre puis à pleurer, mais ils sont plutôt à dire hey, bravo, bon cheminement à l'autre côté, vas-y, go, go, go. Ouais, ouais. Dans beaucoup de cultures, c'est célébré, la mort est célébrée Oui, à oui. travers le monde. Donc, c'est Heureusement. juste, ben, c'est pas juste ici, mais oui, Oui. exactement. Ouais. Pour avoir organisé le Salon de la mort, je vous dis que j'en ai vu Ah oui. des choses, puis Ouais, c'est ça. moi, j'ai la croyance, une croyance personnelle, que effectivement, les êtres aimés nous laissent des empreintes énergétiques, hein, au niveau de l'anatomie énergétique. Fait que ça se peut qu'il y ait une libération au niveau du chakra du plexus, par exemple, si cette personne-là nous a impacté davantage au niveau du plexus solaire qui se fasse. Donc, c'est ma Ouais. perception, mais c'est pour faire du pouce sur la question, là. C'est comme au Mexique, hein, l'Halloween n'existe pas. C'est la célébration des morts. Les gens vont dans les cimetières, c'est la fête. Il y a un film Coco qui a été écrit là-dessus de Disney ou quelque chose comme ça, Pixar. Puis c'est fascinant. Moi, je vis au Mexique depuis 2 ans, puis les gens, là, c'est comme une fête tellement importante. On va célébrer la mort au lieu d'aller pleurer. C'est une autre réalité complètement différente. C'est pas juste au Mexique, là, mais au Mexique, c'est très, très, très fort, cette réalité-là. Et on la voit également chez les Autochtones, hein, c'est la grande libération, c'est l'envol. C'est l'envol, finalement. La libération, c'est important. Donc, il y avait une question. Ben, c'était pas une question, c'était plus un commentaire. C'est difficile d'amener la médecine d'aujourd'hui à considérer tous ces éléments. Quand j'aborde le sujet, le médecin veut toujours prescrire des médicaments, alors je décide de décliner. Je finis par trouver moi-même la solution. Le système ne permet pas ça suffisamment de temps pour ça. Effectivement, il y a des gens qui vont blâmer le médecin, il y a des gens qui vont blâmer le système. C'est un mélange des deux, à quelque part. Mais si on veut que ces choses-là changent, c'est quoi? C'est de vous de devenir les créateurs que ces choses-là changent. C'est un peu ça, hein? Si tous les patients, qui sont tous des gens ici aujourd'hui, à chaque fois que vous allez voir votre médecin, vous dites non, puis vous retournez vers d'autres approches, ils n'auront pas le choix de se retourner de bord. Ils n'auront pas le choix de s'ouvrir à autre chose. C'est un peu comme quand des abus des années 1980, quand l'acupuncture est arrivée au Québec, il y avait 3 médecins, dont mon père qui était acupuncteur. Puis en fait, c'est quoi cette affaire-là? Est-ce que ça mange en hiver? On ne connaît pas ça. On rentre des petites aiguilles. Puis, mais tu sais, ça a pris 3 médecins qui étaient là pour que ça a commencé au début, pendant une quarantaine d'années ou presque. Ça a été le Collège des médecins qui ont supervisé l'acupuncture jusqu'à temps que l'Ordre des acupuncteurs prennent leur chemin. Mais c'est parce qu'il y a eu une demande du public. Et donc, c'est de dire ah, non, moi, je ne veux pas ça, non, je ne veux pas ça, je veux quelque chose d'autre. Et tranquillement, il va y avoir un changement de garde qui va se faire. Mais aussi pour le médecin, si on se met dans sa peau à lui, il a passé tant d'années sur le banc d'école, il y a une sécurité là-dedans, il y a une connaissance. Et là, si on dit, ben, ce que je connais n'est pas bon, c'est son ego qui est affecté aussi. Et donc, la même chose pour le système. Le système va essayer de fonctionner du mieux qu'il peut, mais il est pris par essayer de gérer des cas. Fait que si tu passes 5 minutes dans le bureau ou une demi-heure, le médecin est payé la même chose aussi. Fait qu'il y a comme il y a un entrelancement dans cette réalité-là aussi qui cause le problème autour. Mais c'est à nous de voir que les choses doivent changer et ils peuvent changer. Il y a de plus en plus de monde qui s'ouvre, mais en même temps, le plus grand changement au niveau de la santé, c'est entre vos mains. Fait que si vous dites non, puis je me retourne de bord, ben ça, j'essaie de trouver quelque chose. Si vous n'êtes pas connecté à votre corps de ce qui se passe, hein, un peu comme ce que Mélanie disait, ben vous allez attendre qu'il y ait un plus gros problème, puis un autre plus gros problème, puis un autre plus gros problème, parce que vous n'écoutez pas ce qui se passe. Donc, il faut écouter ce qui se passe dans notre corps vital. C'est là que ça nous parle le plus
On a appris, principalement les hommes, à dire les émotions, on oublie ça. Et là, même dans les femmes des entreprises, on dit, on veut plus de femmes dans les entreprises, mais on se retrouve avec des femmes qui sont très masculines, donc on camoufle les émotions pour graver les échelons, mais c'est encore, on n'écoute pas ce qui se passe. Les émotions, c'est pas le fun, c'est instable, c'est incertain. C'est ce qu'est la physique quantique et la vie, elle est quoi? C'est une incertitude, c'est jamais prévisible. Mais on n'aime pas avoir des émotions, on aime mieux les enlever. On aime ce qui est prévisible, ce qui est déterminé. Encore, on revient dans le monde newtonien, tout est matériel. Fait qu'il faut sortir de cette réalité-là. Donc, c'est entre vos mains, votre santé. S'il y a quelque chose qui est déréglé, c'est que dans votre réalité à vous, on peut aller chercher des experts qui peuvent nous guider. C'est bien dit guider et non vous guérir. C'est vous seul qui vous guérissez en réalité. C'est ce Ouais, que c'est les... vraiment cette physique newtonienne qu'on ne veut pas lâcher, malheureusement, en médecine et surtout en pharmaceutique. Hein, on considère véritablement comme juste un système biochimique qui s'opère, puis on va traiter avec une biochimie le corps constamment, avec beaucoup d'effets secondaires, malheureusement. Et malheureusement, c'est que, triste, au Québec, on est les plus gros consommateurs de pilules aussi. Je pense que c'est vraiment entre nos mains. Puis c'est à nous à dire, ben écoute, le livre aussi, on l'avait appelé aussi à l'époque La santé repensée, ou découvrir votre médecin intérieur. C'est véritablement à propos de s'écouter un peu, puis qu'est-ce qu'on peut faire tous et chacun pour reprendre finalement le pouvoir de notre santé, parce que c'est une carte d'assurance maladie que vous avez. Ce n'est pas une carte d'assurance santé. Il faut bien comprendre ça au départ, là. Vous allez voir jusqu'où ça va, ces implications-là. Et le jour où vous décidez de reprendre votre santé en main, vous allez voir à quel point votre rythme de vie, votre mode de vie, à tous les niveaux, va avoir une importance jusqu'à 70% des maladies qui vont devoir se présenter si vous ne le faites pas correctement. 70% à peu près. C'est incroyable. Mais c'est vrai. Ouais. Et juste faire du pouce là-dessus, tu sais, il faut changer nos réflexes aussi. Oui, Moi, quand je sens que j'ai un petit malaise ou un trop grand stress, ou tu sais, je suis sensible au niveau des sinus, ben, je le sens dans mon corps tout de suite, puis si j'ai au besoin, je vais en acupuncture et je vais pouvoir voir le médecin. Pour moi, je le sais, ben, personnellement, ça me fait un bien extrême que la médecine ne pourrait pas remplacer, que la médecine traditionnelle ne pourrait pas nécessairement. Si je n'aurais pas le réflexe d'aller voir le médecin pour une petite pilule ou pour des antibiotiques, je vais aller voir l'acupuncteur. Fait que c'est de changer aussi nos réflexes. Ça peut être un ostéopathe, ça peut être un physiothérapeute, dépendamment des mots qu'on a. Mais évidemment, si on sent un grand, grand mal-être, bien sûr, on va chez le médecin. Mais pour les petits inconforts de base, là, quand on connaît un peu notre corps, il y a des réflexes qui peuvent changer, qui peuvent nous amener justement à garder notre santé. absolument. Ouais, Oui. effectivement. Tout à Fait fait. que Marie-Christine, oui. Parce qu'au fond, la maladie ne devrait pas. Moi, en tant que médecin, là, quand je voyais ça après 46 ans, eh bien, il y avait plus de maladies de cœur, il y avait plus de diabète, des maladies d'Alzheimer, des troubles de démence. C'est 10% de la population demain qui va souffrir de ça. Mais il y a de toutes les maladies. Mais là, mais je me dis, c'est quoi ça? C'est quoi ça? Ça ne peut pas être ça, mon rôle de médecin, que de devenir un peu un pusher de pilules à quelque part, là. Il y a quelque chose qui ne va plus dans le système. Et là, il faut s'interroger, il faut se questionner, puis aller voir c'est quoi. Et c'est pour ça que j'appelle la médecine énergétique. C'est vraiment la médecine de demain. C'est la médecine quantique. Philippe va en parler beaucoup aussi de ça, de cette médecine quantique qui va faire des miracles tout à l'heure. Ouais, ouais, ouais. Donc, une question de Marie-Christiane. Est-ce que la physique quantique pourrait expliquer l'influence et les phénomènes de résonance avec les planètes? Donc, est-ce qu'on est comme tout interconnecté avec ces choses-là? Ce n'est pas mon domaine d'expertise, mais je sais qu'il y a quand même beaucoup de science à ce niveau-là qui explique que au niveau de l'électron, était juste comme un fractal, une représentation du infiniment grand à l'infiniment petit. C'est cette même réalité-là et on est constitué de cette même chose-là. Mais ce n'est pas un domaine que j'explore parce que je suis tout le temps en questionnement. Est-ce que ce que je vais apprendre là va avoir un impact dans notre évolution, dans notre bonheur, ces choses-là? Actuellement, je n'ai pas rien vu, fait que je ne suis pas allé explorer davantage ces questions-là On par rapport à pourrait, ça. par contre, Philippe, ce que je vois, c'est que comme on est tous intimement liés, on est tous intimement unis, eh bien,
autant les astres nous influencent, l'astrologie, là, au fond, ça va devenir un objet très scientifique demain, là, parce que les astres nous influencent quand même un assez grand niveau. Rendu à un autre niveau, non, mais nous, on influence aussi un astre qu'on appelle la planète sur laquelle on vit. Fait qu'à quelque part, on a des dévastations probablement à cause des irrégularités mentales, croyances, etc., qu'on véhicule finalement à bord de notre vaisseau qu'on appelle la planète Terre. Fait que pour moi, on est des extraterrestres, on est ici sous cette plateforme d'évolution qu'on appelle la Terre, puis à un moment donné, on va s'en aller ailleurs, parce que pour moi, l'être humain, c'est un être immortel. C'est l'homme comme tel, le corps humain est immortel, mais l'être humain, l'entité, si on veut, humaine, de par son esprit, il est immortel, là. Il est éternel. Et la dernière question qu'on a, est-ce que l'univers des neurosciences peut accompagner la physique quantique et inversement? La réponse est oui, mais il faut faire attention. Parce que si on parle de neurosciences, j'en parle quand même, parce qu'on vit quand même dans un monde matériel, dans un monde 3D. Donc, les neurosciences ont quand même un impact présent, majeur dans tout ça. Mais si on reste dans la neuroscience traditionnelle, on est dans un monde matérialiste seulement. Ça reste juste des neurones, ça reste juste du matériel qui connecte ensemble. Et à ce moment-là, ça prend une certaine vitesse de connexion qui est moins vite que la vitesse de la lumière. Et donc, il y a un lien à faire entre les deux, oui. Il y a un lien à les connecter ensemble, mais souvent, les neuroscientistes ne parlent pas de quantique et ce n'est pas quelque chose de traditionnel. Il y a Mario Beauregard au Québec qui parle du mix des deux, qui est québécois, il est aux États-Unis, il fait des choses comme ça. Si vous suivez Cathy Tropiano, lui, c'est elle qui le promouvoit beaucoup. Mais ce n'est pas un sujet standard. C'est pour ça que moi, j'amène les deux, mais il faut faire attention quand on a une conversation avec des neuroscientistes, ça reste dans un monde matériel seulement en général. Et donc, il faut sortir puis aller dans un monde qui est juste énergétique. Et pour eux autres, des fois, c'est confrontant, même s'il y a énormément de positifs au niveau de la neuroscience. C'est quelque chose qui me passionne moi aussi. J'en étudie de plus en plus. Mais ce n'est pas quelque chose qui est standard, un peu comme un médecin comme mon père, c'est pas standard. La même chose, la neuroscience et le quantique, c'est pas un sujet standard. Et donc, ça fait le tour de toutes les questions. Plusieurs commentaires, merci, très intéressant, super, j'ai adoré, ça fit avec mes valeurs, ça fit avec ce que je fais. Et donc, cette entrevue est vitalisante ou vitalisanté, ou qu'on pourrait dire. Ça t'énergise au niveau de ta vitalité, au niveau de ta santé. Et donc, C'est vraiment des beaux commentaires. Merci pour votre générosité d'être là, hein. C'est quand même un événement gratuit. Merci beaucoup. ça me fait Et plaisir. je voudrais bonifier en disant que moi, je l'ai lu, La vie repensée, et ça m'a vraiment réellement inspiré. Je vous invite à vous questionner et à aller chercher le livre pour continuer la réflexion et à vous nourrir, alimenter vos neurones et ouvrir votre cœur, hein, puis c'est ça, relire et relire les paragraphes. Et ben, pour plus aussi de connexion avec Gaëtan et Philippe, ben, je vous invite aussi à vous inscrire au sommet. Ils vont faire une conférence et un live. Donc, ben voilà, je pense que ça fait le tour. Je vous remercie énormément, tout le monde, d'avoir participé, d'avoir été ici en si grand nombre. On avait plus de 1000 inscriptions. Vous avez été plusieurs présents. Sinon, en rediffusion dès demain. Et au plaisir de vous Merci. revoir et d'échanger ensemble encore une fois. Merci beaucoup. Merci, Mélanie. Merci, Philippe. Merci Merci. pour Merci, avoir Merci à vous deux. suivi ces pas. Merci tout le monde.